Du coup, je me présente, je m'appelle Yasmine, je suis la RM SSH Santé publique cette année. Du coup, c'est moi qui vais vous présenter une partie du cours aujourd'hui. Je vais vous présenter la partie SSH et demain, une tutrice, elle vous présentera la partie santé publique. Alors, du coup, le cours, il se présente enfin, le chapitre, cette matière, elle se présente en deux parties. Une partie SSH et une partie santé publique. Du coup, il y a 3 chapitres dans chaque partie. Et à l'examen, il y aura 6 QCM. Ça a un peu grossi. Avant, il y en avait 4. Cette année, il y en a eu, enfin, l'an dernier, du coup, il y en a eu 6. Donc, 3 en santé publique et 3 en SSH. Et voilà, après, c'est le même mode d'évaluation que pour toutes les autres matières. Donc, simple QCM avec point négatif. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter ce chapitre-là, en version sommaire, hein, mais je vais vous présenter ce chapitre-là, historique de l'anthropologie de la santé. Attendez, du coup. Je précise, mais n'hésitez pas aussi à me couper à l'oral si jamais, puisque je vois pas le chat. Si vous avez des questions particulières ou quoi, n'hésitez vraiment pas. Alors, du coup, l'anthropologie de la santé, euh, en gros, c'est un chapitre qui va vous définir, enfin, déjà la matière, vous allez voir, elle est assez culture générale et tout. Ça veut pas dire que c'est des points gratuits, hein, mais c'est une matière où, enfin, c'est assez simple à comprendre en général. Je veux dire, c'est pas comme de la biophysique, par exemple, donc ça devrait vous plaire, on va dire. Donc là, dans ce chapitre, on va définir plein de choses. On va définir l'anthropologie de la santé et différentes manière de percevoir la médecine et la maladie selon les variables de la société. Donc en gros, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, selon l'OMS. Donc en gros, il faut retenir que la santé, c'est pas juste ne pas être malade, c'est bien plus large que ça. Et pour définir l'anthropologie, donc le thème du chapitre, c'est étudier la santé en tenant compte de différentes variables, donc des variables de population humaine, la variabilité aussi des environnements et justement l'interaction entre les hommes et ces environnements. Et ça va nous permettre d'établir, enfin, étudier cette santé en tenant compte de ces variables, ça va nous permettre d'établir 5 priorités d'action, élaborer des politiques pour la santé, créer des environnements favorables pour la santé, renforcer l'action communautaire, acquérir des aptitudes individuelles et réorienter des services de santé. Et ça, ce sera un peu plus détaillé dans la partie santé publique qu'on va vous faire demain. Je pense que toutes les 2 diapos, je vais regarder le chat, comme ça vous permettra de pouvoir répondre, ça me permettra de pouvoir répondre aux questions si jamais. Alors, du coup, la maladie, l'anthropologie, en fait, elle nous montre du coup qu'il y a que la santé, on peut l'étudier avec beaucoup de variables. Et du coup, la maladie, par exemple, elle peut être perçue de 3 manières différentes. Du point de vue du médecin, en anglais, on appelle ça le disease. C'est l'altération des fonctions d'un organisme. Euh, c'est un peu le côté médical du coup de la maladie. Ça va être les signes qui sont perceptibles par le patient, par exemple la toux. Mais ça peut être aussi des signes invisibles. Par exemple, je sais pas moi, le médecin qui constate que le patient il a maigri alors que le patient, lui, s'en est pas rendu compte, par exemple. Et du coup, le disease, le médecin, il combine des signes plus des examens paracliniques, donc les radios, les prises de sang, les imageries, etc., etc. Et ça va lui permettre d'établir un diagnostic d'après une nomenclature bien définie. Ensuite, on a la maladie du point de vue du patient. C'est l'illness, c'est ce que le patient il ressent. C'est par exemple la douleur, la fatigue. C'est ce que vous allez décrire à votre médecin quand vous allez arriver dans le cabinet. Et donc ça peut pas être nié. On peut pas dire à un patient, non, tu inventes, tu as ça dans ta tête, c'est un rêve. On peut pas du coup nier ce que ressent le patient, c'est intrinsèque à lui. C'est très en relation avec la médecine profane. Donc la médecine profane, c'est se soigner tout seul, c'est tout ce qui est remède de grand-mère en fait. Et donc ça sera détaillé plus tard dans le cours, mais là voilà, on vous le dit vite fait. Et du coup, le soignant, du coup, il va interpréter l'illness, donc ce que ressent le patient, en fonction de ses connaissances médicales, scientifiques, en fonction aussi de son environnement social, et ça va lui permettre d'établir un diagnostic. Enfin, on a aussi le troisième point de vue pour percevoir la maladie, c'est le point de vue de la société. Ça s'appelle le sickness en anglais. Et donc, c'est la façon dont la société, elle perçoit l'illness des sujets. Pardon, je suis malade. Donc, en gros, ça va être une construction culturelle, sociale et psychologique de l'illness. Ça va beaucoup varier selon la société, selon les époques aussi. Et ça va permettre de reconnaître plus ou moins le patient dans sa maladie. Et c'est très important dans le processus de guérison et dans la relation que le patient va avoir avec le corps de santé. Donc moi, je me souviens que le prof qui fait ce cours, il s'appelle Monsieur Crubesi. Et je me souviens que Monsieur Crubesi, du coup, il me donnait en exemple la transe chamanique. En gros, dans certaines cultures, il y a des choses qui vont être considérées comme par exemple de la possession, qui vont tourner dans l'ordre du religieux et qui vont pas être considérées comme des maladies, alors que chez nous, ça va être considéré comme psychiatrique, pathologique, etc. Donc ça va être ça, par exemple, le sickness. Du coup,
L'anthropologie de la santé, elle est aussi ancienne que trois grandes traditions médicales savantes. En gros, c'est des systèmes médicaux qui sont liés à des cultures, comme on l'a dit, ben, enfin, encore une fois, on parle de variabilité selon les populations et tout, et donc là, on va avoir trois types de médecine différentes, enfin trois points de vue de la médecine différentes. Donc en Inde, il y a 4 millénaires, il y a la médecine Ayurveda qui a été créée. Elle est toujours pratiquée aujourd'hui selon l'OMS. Elle prône le maintien de la santé, la guérison des maladies et la réalisation de soi via un équilibre entre le corps et l'esprit, entre l'individu et son entourage. Et il y a une partie de la communauté scientifique qui la considère comme une pseudo-médecine. Ensuite, on a aussi la médecine traditionnelle chinoise qui a été créée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle est perçue comme un système alternatif ou complémentaire à la médecine occidentale moderne. Donc, elle est plus ou moins reconnue. Et elle présente la maladie comme étant liée à une accumulation successive d'un tout ou rien. Pardon, excusez-moi. Elle est liée à une accumulation successive et non un tout ou rien. Et donc, elle est considérée comme un déséquilibre ou une disharmonie entre le sujet et son environnement proche et éloigné. Par exemple, la conséquence d'une mauvaise alimentation. Enfin, du coup, dans la troisième tradition médicale savante que je vais vous présenter, c'est la médecine galénique. Donc, en gros, c'est la médecine de l'Antiquité. Elle a été en partie théorisée par Hippocrate, qui est un peu le père de la médecine. C'est un grand médecin grec du siècle de Périclès. Il a créé le traité, il a notamment rédigé le traité R, O et lieu, qui définit la maladie comme étant un processus influencé par l'environnement et les habitudes de vie, maladie saisonnière par exemple. Et il va aussi rédiger un autre grand traité qui est le premier traité d'écologie des maladies. Ensuite, on a un autre grand acteur de cette médecine galénique, c'est Galien, tout simplement, qui va prôner la dissection et l'expérimentation. Et du coup, voilà, cette médecine galénique, elle va petit à petit disparaître, mais revenir vers l'an 1000 avec les mondes musulmans, chrétiens et juifs. Mais du fait de ses religions, elle devient dogmatique et donc elle va progressivement disparaître à partir du XVIIe siècle face aux découvertes scientifiques et à la médecine expérimentale occidentale que je vais détailler plus tard et qui va la laminer. Du coup, le deuxième type de médecine, là on a parlé de médecine des traditions médicales savantes et là on va parler de la médecine expérimentale occidentale du coup. C'est celle dont j'ai parlé avant qui a laminé la médecine galénique. Et c'est celle qu'on pratique aujourd'hui en France. Elle a été théorisée par Claude Bernard, qui est un grand physiologiste et elle est constituée de trois étapes, du coup, l'observation, l'hypothèse et l'expérience. La médecine expérimentale, elle a aussi permis de développer une certaine connaissance du coup de la physiologie. Euh, on observe durant cette ère des développements du coup spectaculaires et leur généralisation par la suite, donc la vaccination, l'asepsie, l'anesthésie et les antibiotiques. Il me semble, alors je me souviens pas chez les LAS, mais il me semble que Krubesi va détailler justement comment ces trucs ont été découverts, mais là du coup on va pas le détailler, enfin, ça va prendre trop de temps, mais voilà. Donc dans la médecine occidentale moderne et expérimentale, on a une physiologie normale d'un sujet et on observe des anomalies par un diagnostic clinique, étiologique et différentiel. Je vais vous définir quand même tout ça vite fait, hein, parce que je pense pas que vous sachiez. Un diagnostic clinique, en gros, par rapport à un diagnostic étiologique et différentiel, le diagnostic clinique, ça va être en gros, quelle est cette maladie? Ça va vraiment être le diagnostic qu'on imagine en fait avec le médecin. Alors que le diagnostic étiologique, ça va plus être, en gros, chercher la cause sous-jacente de la maladie, genre pourquoi on a cette maladie, alors que le diagnostic clinique, c'est plus quelle est cette maladie. Et le diagnostic différentiel, c'est comparer les différents symptômes, comparer les différentes maladies possibles avec les différents symptômes qu'on a en gros, pour screener, on va dire, quelle maladie on a et quelle maladie on n'a pas. Et donc, la médecine, on peut la présenter, Krubesi, il l'a définie comme un art, puisqu'il y a une grande variabilité qui est laissée à l'appréciation finale du médecin. Du coup, je disais que la médecine, c'était défini comme un art, voilà, parce qu'il y a une grande variabilité qui est liée à l'appréciation finale du médecin, due à tous ces critères. Dans les années 1980, on a la fondation de l'Evidence-Based Medicine, qui est une médecine fondée par les preuves, donc l'augmentation de la science. En gros, l'idée principale, c'est de raisonner de façon statistique et non pas de façon empirique, individuelle, en mode c'est mon expérience personnelle, en ce qui concerne les symptômes et les traitements pour fournir des preuves. Ça va permettre de produire les essais randomisés en double aveugle. Ça, vous allez les définir en biostatistique.
ce que c'est exactement. Je sais pas si vous avez fait de la biostat ou pas encore. Euh, avec, par exemple, pour le Covid qu'on a eu récemment, on avait la disparition du goût et l'odorat, qui est un symptôme du Covid, et qui était présent chez 70% des personnes qui avaient cette maladie, et donc ça va nous aider à poser un diagnostic, en fait. Je fais cette diapo, après je vais voir si vous avez des questions. Du coup, l'intérêt et l'inconvénient de cette nouvelle médecine expérimentale, et de l'évidence-based médecine surtout, c'est que ça va permettre de fournir un niveau de preuve chiffré qui est donc précis. En gros, ça va être valable quand une question clinique précise est posée avec des échantillons comparables. Donc, suite à la comparaison de ces échantillons, comme je l'ai dit, on va pouvoir avoir un niveau de réponse précis sur un médicament. Par exemple, exemple du Lombago, on administre deux médocs à deux groupes différents pour voir lequel est le plus efficace. Mais ça, tout ça, vous allez bien le définir en biostatistique de toute façon, donc vraiment, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Et en vrai, les inconvénients du coup de l'évidence-based médecine, ben, c'est que dans la vraie vie, en fait, on a des sujets, par exemple, des sujets âgés qui ont des polypathologies, et donc ça devient un peu compliqué d'analyser les échantillons et de former des échantillons qui sont réalistes et d'avoir des résultats clairs et précis, on va dire. Y a pas de souci. Du coup, comme je l'ai dit, en gros, le diagnostic différentiel, euh, c'est un diagnostic qui va, on va prendre plein de symptômes et on va différencier, on va dire, avec les différentes maladies qu'on peut avoir avec ces symptômes-là, parce qu'il y a des maladies qui ont des symptômes, on va dire, communs, et pour pas confondre des maladies, enfin, j'ai un exemple en tête, c'est dans la psychiatrie, la maladie bipolaire et borderline, mais du coup, voilà. Du coup, il me reste que cette diapositive, après ça va être... Vous allez sortir plus tôt, à mon avis, je vais aller assez rapidement. Enfin, je parle vite, d'ailleurs, je suis désolée. Du coup, la médecine de premier contact, du coup, attendez, on en est où? Ouais, du coup, avec cette médecine, on a une médecine de premier contact, qui est celle du médecin généraliste, qui doit interpréter un mode individualisé de présentation de la maladie plutôt que de reconnaître un tableau clinique classique. Et on a la médecine occidentale du coup, la médecine occidentale actuellement, celle dont on parle là depuis tout à l'heure, c'est une médecine qui est rationnelle, mais qui coexiste avec des médecines qui sont pas forcément rationnelles, comme la médecine profane. Comme je l'ai dit, c'est la médecine qui est non transmise par écrit, c'est la médecine de grand-mère qui repose sur l'automédication, qui est très ancienne, qui est encore employée partout, y compris en France. Et la médecine magico-religieuse, là je ne l'ai pas définie, mais dans le cours ça sera défini qu'est-ce que la magie, qu'est-ce que la religion, c'est quoi la magie, la médecine magico-religieuse, etc. Et pourquoi elle coexiste encore avec la médecine occidentale. Mais elle est très ancienne, du coup elle daterait à la religion et elles sont considérées comme des médecines irrationnelles. Si vous n'avez pas de questions sur cette diapo, je vais définir vite fait un peu une méthode d'apprentissage vite fait avant de faire quelques QCM pour que vous puissiez voir un peu comment on bosse cette matière parce qu'elle fait très culture générale et je me doute que ça peut être un peu bizarre à apprendre. Mais en soi, elle est super cool comme matière, je trouve. Enfin, c'est une matière qui est vraiment agréable, je trouve, à apprendre. Du coup, je vous conseille de... Enfin, moi, personnellement, j'utilise des surligneurs. Et je vous conseille d'apprendre les dates, les définitions surtout. Il y a plein de questions sur les définitions. Par exemple, une question qui peut revenir, enfin, de souvenir, je sais plus si elle était en LAS, mais une question qui revenait souvent, par exemple, en passe, c'était que elle consistait... la santé, ça consistait uniquement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Et non, parce que c'est bien plus large que ça. Donc, il y a plein de questions comme ça où il faut mieux apprendre par cœur ces définitions. Après, les parties, les sous-parties pour bien se structurer, pour pas se confondre voilà, dans la tête, pour ne pas de pas être perdu. Les dates, on va pas vous demander des dates débiles du genre quand est-ce qu'Hippocrate est né, est-ce qu'il est né il y a 460 ou en 461 avant Jésus-Christ. Non, on n'est pas débile à ce point, mais il faut savoir que par exemple la médecine galénique, elle est fondée dans l'Antiquité avec Hippocrate, quoi. Donc connaître les grandes personnes et les grandes dates, plus ou moins, quoi. Un exemple associé, là, il n'y en a pas, mais là, il y en a quelques-unes. Et en vrai, vous allez voir que dans le cours, Crubézil, il va faire un gros cours parce qu'en fait, il fait plein d'exemples. Il va vous donner des vidéos, il va beaucoup parler, il raconte beaucoup sa vie. Et c'est trop cool parce que du coup, vous allez avoir plein d'exemples et ça va être beaucoup plus clair pour vous. Là, on n'a pas forcément tout le temps qu'on veut, mais vous allez voir que vraiment, ça va être hyper clair. Et du coup, ce serait intéressant d'apprendre un peu quelques exemples, même si ça tombera pas exactement, mais ça permet de mieux comprendre, on va dire. Donc voilà, les mots-clés, les idées clés aussi à surligner pour bien retenir, quoi. Du coup, je vais vous laisser, je sais pas, genre 3 minutes à chaque fois pour un QCM. Je pense que ça vous va 3 minutes. Je sais que vous n'avez pas encore du coup appris le cours par cœur ni quoi, mais je vais vous laisser 3 minutes si vous voulez pour faire chaque QCM. Et après, je vais le corriger avec vous et ça vous permettra peut-être de comprendre, etc. Donc voilà, je vous laisse là et après, je reviens vous voir vers 57. N'hésitez pas en attendant si vous avez des QCM, des questions à les mettre dans le chat, comme ça après je vais regarder genre
on a vraiment beaucoup de temps en vrai, donc j'ai pas fait justement, je préférais faire un diapo un peu genre court, comme ça on peut poser plein de questions si jamais et tout, même sur l'UE en général ou sur le TAT ou sur la LAS en général, plutôt que genre être juste et que ça soit galère pour vous après quoi. Du coup, faux, mais là je vous l'ai dit plein de fois du coup, et ouais, enfin, la santé c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, qui consiste pas seulement en l'absence d'une maladie, d'infirmité, c'est une QSM que je voyais tout le temps tomber, donc enfin, c'était assez récurrent. Et d'ailleurs, je crois que l'anecdote, c'est que cette définition de l'OMS, elle a été écrite après justement la Seconde Guerre mondiale, où on s'est rendu compte que c'était justement bien plus que ça et que ça avait beaucoup marqué les esprits, quoi. Ensuite, B, exactement, c'était faux. Le disease, c'est la maladie du point de vue du patient. Ouais, c'est la maladie du point de vue du médecin plutôt. L'illness, c'est la maladie du point de vue du patient, oui. Le sickness, c'est la façon dont la société perçoit l'illness des sujets. Ouais, voilà. Et l'illness peut être nié. Non, il faut toujours prendre en compte ce que le patient ressent. Du coup, je vous laisse le prochain QCM. Et après, une fois qu'on aura fait le prochain QCM, je regarderai de nouveau sur le chat. Je vous laisse 2-3 minutes encore une fois. Du coup, vous m'avez mis quoi? Je sais pas si vous avez mis les réponses là. B, C, D ou BD. B sûr. Bon, on va voir. Bon, c'est chiant parce que du coup, à chaque fois, vous voyez les réponses après, mais c'est pas grave. Alors, du coup. Ah, bon, vous avez tous mis faux, c'est super. Toujours pratiquées aujourd'hui selon l'OMS. Ouais, elles sont pratiquées aujourd'hui encore. C'est la médecine galénique qui n'est plus pratiquée. La médecine galénique B correspond à la médecine de l'Antiquité, exactement, et elle a été initiée par Hippocrate, qui est un grand médecin grec du siècle de Périclès. La médecine Ayurveda est considérée par toute la communauté scientifique comme une pseudo-médecine. Je crois que c'est là qu'il y avait divergence. Euh, une partie de la communauté scientifique la considère comme une pseudo-médecine, et il y a une autre partie de la communauté scientifique qui la considère comme une médecine à part entière, donc et rationnelle et tout. Donc, faut retenir que c'est une partie de la communauté et pas toute la communauté. C'est le genre du petit piège qui tombe en fait. D, la maladie est issue d'un déséquilibre d'après la médecine traditionnelle chinoise classique. Merde. Oui, voilà, c'est ça. Et E, Galien a instauré le traité RO et lieu dans la médecine galénique. Non. Oula. ROE. Bon, c'est pas passé, mais du coup, le traité, c'est ROE. ROE. Lieu. Mais du coup, pourquoi j'ai marqué que c'était faux? Attendez. Ah oui, parce que c'est pas Galien, c'est Hippocrate, pardon. Juste vraie. Elle est juste fausse parce qu'il n'y a qu'une partie de la communauté scientifique. En gros, il faut vraiment faire gaffe à ce genre de détails, quoi. C'est c'est cette partie-là, en fait, qui rend la question fausse, en fait. Oh merde, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Je voulais juste surligner. C'est pas grave. C'est juste qu'il faut faire gaffe à ce genre de détails. C'est ce genre de détails qui tombent et qui peut vous faire piéger. Mais en soi, en vrai, vous avez vu, c'est vraiment des questions générales. Et en vrai, si vous avez compris le cours, en vrai, ça se passe plutôt bien, quoi. Bon, il reste 2 QCM, mais après, bah, en vrai, j'aurais fini, donc je pourrais vous aider si jamais vous avez besoin pour le TAT ou même des questions en général pour la librairie ou quoi. Du coup, je vous laisse les 2 QCM de la suite. Je vous laisse le QCM là. Et je vous reparle à 20h04. Bon. Du coup, je sais pas si vous avez fini. Si oui, vous avez mis quoi comme réponse? DE. Alors, du coup, ouais, alors celle-là, ben, c'est une question qu'on a genre répondu juste avant presque. Pareil, donc ouais, c'est faux parce que c'est la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle chinoise qui est aussi pratiquée aujourd'hui. La médecine traditionnelle chinoise prône le maintien de la santé, de la guérison des malades et la réalisation de tout ça. Non, ça c'est la définition de la médecine Ayurveda. Bah, ça répond à la question de la fille avant qui avait, je crois que c'est une fille, enfin, qui avait dit est-ce qu'il faut apprendre les maladies des différentes médecines? Et bah oui, parce que bah, on peut te poser ce genre de questions avec des définitions qui sont inversées, etc. Du coup, la C, elle est vraie. La médecine galénique disparaît à partir du XVIIe siècle. Elle devient dogmatique, mais du coup, elle disparaît à cette période face aux découvertes scientifiques et à l'apparition de la médecine expérimentale, la médecine classique qu'on a aujourd'hui. Dès la notion d'écologie des maladies a été instaurée par Hippocrate.
ouais, c'est lui qui fait le premier traité d'écologie des maladies. Et encore une fois, ben, vous voyez, on n'a pas besoin de savoir vraiment ce que c'est, quoi. C'est juste savoir que c'est lui qui l'a fait. Et la médecine traditionnelle chinoise classique est reconnue plus ou moins comme un système alternatif ou complémentaire à la médecine occidentale moderne. Vrai. Voilà. Du coup, je vous laisse le dernier QCM et après, on aura fini. Ah merde, il y a les réponses. Bon, faites comme si vous n'avez pas vu les deux premières réponses là. Du coup, la médecine expérimentale théorisée par Hippocrate a permis de développer une certaine connaissance de la physiologie. C'est théorisé par Claude Bernard et non Hippocrate. Ben, c'est comme on avait dit juste avant, les personnages clés, il faut les connaître, et donc pour éviter ce genre de petits pièges un peu bêtes. L'évidence bayésienne de médecine signifie la médecine fondée par l'épreuve. Ouais, c'est totalement la définition. La médecine occidentale coexiste avec la médecine profane et la médecine chinoise. Elle connaît la médecine occidentale. Ah, c'est peut-être pour ça que tu me posais la question, Chloé, je crois que c'était. Et du coup, elle coexiste avec la médecine profane et la médecine magico-religieuse. Alors, je pense qu'elle coexiste aussi avec la médecine chinoise. Je sais pas pourquoi il y a marqué ça du coup. Je vais vérifier, mais pour moi, en fait, techniquement, les deux propositions sont vraies. Voilà. Je sais jamais, je pense que les deux propositions sont vraies en fait. Enfin, mais c'est surtout que dans le cours, elle est présentée comme étant coexistante avec la médecine profane et la médecine magico-religieuse en France, par exemple. Enfin, c'est surtout ça, quoi. Ensuite, D, du coup, le disease est l'altération des fonctions d'un organisme. Ben, c'est sa définition, donc oui. Et E, l'anthropologie de la santé possède trois priorités d'action: élaborer des politiques pour la santé, éclairer des aptitudes individuelles et réorienter les services de santé. En soi, c'est des propositions qui sont justes, mais il y en a cinq et non trois, celles que je vous ai définies au début. Donc voilà.